Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivez, merci de votre fidélité et bienvenue au Grand Dialogue de ce soir qui reçoit comme invité spécial Monsieur Louis Verret, ambassadeur du Canada au Mali. Et nous allons aborder un certain nombre de questions et la principale est les coopérations Mali-Canada. L'aide au développement est-elle vraiment efficace? Merci Monsieur l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs que l'intervention du Canada au Mali se résume en 5 principaux axes. Améliorer la vie des Maliens, fournir une aide humanitaire vitale à ceux qui en ont besoin, soutenir une croissance économique qui profite à tous grâce à la promotion du développement durable et à l'augmentation des investissements, et également soutenir le processus de paix et de réconciliation au Mali. À cela s'ajoute accroître l'engagement diplomatique du Canada au Mali. Alors, monsieur l'ambassadeur Louis Verret, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de la coopération entre le Mali et le Canada? Bien, laissez-moi tout d'abord vous faire un bref historique là, de la coopération Canada-Mali. D'abord, le Mali, pour le Canada, est un pays important et nous avons établi des relations diplomatiques avec le Mali il y a maintenant 50 ans. On fête ces jours-ci cet anniversaire de relations diplomatiques du 50e anniversaire. Et donc, au cours des années, la situation et la relation a évolué, mais nous avons toujours entretenu des relations très, très fortes avec le Mali, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau humanitaire, que ce soit au niveau développemental, que ce soit même au niveau commercial, au niveau même militaire et sécuritaire. Alors, un peu plus dans le détail pour vous exprimer un peu comment ça s'est déroulé. En 1969, on a établi des relations diplomatiques avec l'ambassadeur qui était basé d'abord à Abidjan. Puis, dans les années 90, au début des années 90, avec le retour de la démocratie au Mali, le Canada s'est investi beaucoup dans le domaine du développement. Et depuis ces années-là, le Canada investit dans différents secteurs, mais le Mali demeure un des pays les plus importants au point de vue développement pour le Canada. C'était aussi un pays important, le Mali, pour nous, à titre commercial, et je vais revenir là-dessus peut-être un peu plus tard, mais le Mali, le Canada est l'un des plus grands investisseurs ici au Mali, surtout dans le domaine minier. Et nous avons un certain nombre d'entreprises privées qui travaillent ici dans l'extraction de l'or et qui, grosso modo, contribuent au budget malien à travers leurs impôts, leurs taxes, et tous les taxes qui sont versées ici à l'État à un niveau que nous estimons à environ 10 à 12 % du budget national par année. Donc, l'investissement commercial, l'investissement est important. Maintenant, notre relation est plus basée sur une relation de développement. Historiquement, notre relation est une relation de développement et à travers lequel nous avons surtout travaillé dans 4 grands axes. Les axes de développement que nous avons ici au Mali, on parle de la santé, surtout la santé reproductive, la santé maternelle. On travaille aussi en éducation, l'éducation de base. On travaille en croissance économique durable, surtout à travers les coopératives de femmes en particulier, le microcrédit, l'irrigation, la petite, la grande irrigation. Et on travaille finalement dans le 4e axe, c'est l'axe qu'on appelle la gouvernance. Et la gouvernance, pour nous, ce sont des programmes le respect des droits humains en particulier, mais aussi toute la question du renforcement du gouvernement, que ce soit à travers des meilleurs systèmes de mobilisation de recettes fiscales ou encore meilleurs systèmes de contrôle. Donc, ce sont nos grands axes de développement ici au Mali depuis plusieurs années. Êtes-vous satisfait de ce bilan? Effectivement, nous avons une relation très, très forte avec et le gouvernement malien et la société civile malienne. Donc, on travaille sur différents axes. Relation très forte, mais est-ce que vous êtes satisfait de cette satisfait, relation? Oui. C'est-à-dire que nous, comme je vous l'ai dit, on est ici pour, premièrement, contribuer à soulager la pauvreté. C'était le premier objectif il y a plusieurs années. Maintenant,
Bon, c'est sûr que le Mali, c'est pas un pays très facile à vendre, dans le sens que c'est un pays... quand vous regardez la presse au Canada, qu'est-ce qu'on entend parler du Mali? On entend parler de la pauvreté, on entend parler de l'instabilité, une difficulté de sécurité. Alors, c'est très difficile à vendre un côté... Ça c'est l'avis de la presse canadienne. Mais c'est comme ça qu'on présente. Non, mais c'est comme ça qu'on présente ça au Mali. Vous qui êtes ici, est-ce que vous avez un autre regard qui est différent de celui-ci? C'est ça que je veux vous montrer, c'est que nous, pour contrer un peu ce genre de, disons, de perception qui peut être tout à fait négative, il y a des aspects positifs par rapport à la situation au Mali et par rapport à nos interventions au Mali. Et dans ce contexte-là, pour essayer de démontrer un peu ce qu'on a pu réussir à faire ici, on a fait des études pour identifier ce qu'on appelle des impacts de développement. Alors, des choses que le Canada a fait ici à moyen ou à long terme et qui ont permis de développer des résultats à long terme. Donc, des impacts sur la situation au Mali, ce qui nous rend assez fiers de notre présence ici au Mali en termes de développement. Tout n'est pas un succès. Il y a on apprend, on a des évaluations qui nous donnent des leçons apprises, mais il y a quand même un certain nombre de domaines dans lesquels on est très fiers d'avoir contribué aussi au Mali. Si vous me permettez, je voudrais vous donner quelques exemples. Je vais prendre un exemple dans le secteur de l'éducation en particulier. Le Canada, au cours des dernières années, a soutenu ce qui s'appelle la politique nationale du livre, du manuel scolaire. Et donc, dans ce genre d'intervention-là, d'abord, on a contribué à renforcer la politique pour rendre la politique plus efficace, surtout en faisant participer le secteur privé dans le contexte du secteur du manuel scolaire. Ainsi, les manuels scolaires, maintenant, sont produits par des éditeurs locaux et on a contribué à créer une industrie de l'édition ici avec des infographes, avec des D'accord, mais sur le terrain, quel est le résultat quand on voit le nombre d'enfants qui sont déscolarisés? Oui, ça, on peut revenir là-dessus tout à l'heure, mais sur le terrain, ce que ça fait, ça a plusieurs impacts. Sur le terrain, d'abord, ça fait que de plus en plus de manuels scolaires sont produits ici au Mali, donc ça crée des emplois. Il y a des emplois maliens qui ont été créés. Deuxièmement, les manuels scolaires sont maintenant sont distribués de façon assez efficace dans toutes les régions du Mali et au niveau de toutes les écoles. Donc, les manuels sont disponibles pour les élèves. Troisièmement, nous avons aussi contribué à créer ce qu'on appelle un nouveau métier qui s'appelle le métier de réparateur de manuels scolaires. Donc, maintenant, il y a des gens qui réparent les manuels scolaires. Donc, les manuels scolaires ont une vie plus longue. Ça coûte moins cher au gouvernement pour acheter des manuels, puisque maintenant, il y en a un certain nombre qui sont réparés. Et il y a 400 ou quelques réparateurs de manuels scolaires qui ont maintenant un emploi comme réparateur. D'accord. Les résultats que vous venez de citer sont des résultats qui vont vers la création de l'emploi. Mais par rapport à relever aujourd'hui le niveau des élèves, est-ce que ce manuel a pu contribuer à quelque chose? Bien, c'est sûr que le manuel scolaire contribue à la qualité de l'éducation. La qualité, bon, on parle beaucoup de l'accès à l'éducation, comment on peut... comment les jeunes peuvent accéder à l'école. Puis on travaille aussi dans ce secteur-là, c'est-à-dire construire des écoles, avoir des écoles qui sont, je dirais, accessibles pour toutes les... Bon, que ce soit les garçons, les filles. Il y a des aménagements spéciaux qu'on fait, par exemple, pour les latrines, les cantines scolaires qui font que les filles peuvent rester à l'école de façon plus facile. Mais on parle aussi de qualité. La qualité de l'éducation passe par des bons professeurs. On contribue aussi, le Canada contribue à former les professeurs, mais le manuel scolaire est un élément de qualité d'enseignement. Mais par rapport à la qualité de l'éducation, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? On est satisfait des progrès qui ont été faits, mais il reste beaucoup à faire encore. D'accord. Et on va écouter tout de suite le doctorant Brahima Koné qui va intervenir sur ce qu'il pense par rapport à cette relation entre le Mali et le Canada concernant le domaine politique et la diplomatie entre ces deux pays. Bon, tout d'abord,
où, si vous voulez, de prime abord, il faut dire que le Mali entretient des relations diplomatiques avec le Canada depuis 1969. Donc, près d'une décennie de collaboration fructueuse entre les deux pays dans plusieurs domaines. C'est d'abord le volet engagement diplomatique. Il y a aussi le volet aide au développement autour de l'amélioration des conditions de vie des Maliens en réduisant la pauvreté et les inégalités au moyen des programmes et d'activités de développement. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de mondialisation et de globalisation. C'est-à-dire que c'est un marché aujourd'hui où quand vous partez sur la sphère de la globalisation, de la mondialisation, il faut apporter quelque chose. Nous sommes des pays, et le plus souvent c'est des pays qui nous appuient sur le plan humanitaire, sur le plan aide au développement, sur le plan diplomatique. Et dans la limite de ces relations peuvent se résumer aujourd'hui en termes d'inégalité diplomatique entre les deux pays. Parce que le Canada, diplomatiquement, pèse lourd par rapport au Mali. Et généralement, le pays africains, pour la plupart, n'ont pas une offensive diplomatique, une diplomatie agressive pour pouvoir jouer sur le terrain en termes d'équité et en termes d'équilibre dans le cadre de la coopération bilatérale. Les points sur lesquels nous devons travailler aujourd'hui pour améliorer les relations entre nous et le Canada, c'est d'abord au plan diplomatique. Il faut que nous ayons, c'est-à-dire qu'une diplomatie qui soit en mesure de pouvoir mobiliser les autres partenaires, les autres pays sur le plan coopération bilatérale. Et deuxièmement, il faudrait que les ressources qui sont allouées au Mali par le Canada soient utilisées à bon escient. Il faut que ces ressources soient utilisées dans l'effectivité et dans l'efficience. Il faudrait que ces ressources puissent arriver à produire des relations. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de restriction où eux-mêmes, ils n'en ont pas. Et s'ils ont la gentillesse de nous donner des ressources financières, financières et d'autres appuis pour le développement de notre pays, il faudrait que ces ressources soient bien gérées. Il faudrait que ces ressources soient de façon rationnelle. Il faudrait que notre pays évite des détournements autour de ces fonds qui sont alloués pour le développement de nos pays africains. Et si ce n'est pas le cas, il va de soi qu'un jour, la coopération va s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas continuer à nous donner et que des ressources soient gaspillées ou que les ressources soient détournées pour d'autres fonds. Ça, il faut arrêter. Il faut mettre des mécanismes efficients, des mécanismes efficaces pour pouvoir contrôler l'utilisation, si vous voulez, et la traçabilité de ces ressources qui nous sont allouées. Ce que le Canada peut faire aujourd'hui, c'est d'appuyer le Mali en termes de programmes et d'activités allant en faveur de la stabilisation du pays. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'en investissant pour l'amélioration des conditions socio-économiques de base des populations, au plan éducation, au plan santé de la reproduction, santé sexuelle et santé de la reproduction, au plan droits humains, et aussi en apportant aussi, si vous voulez, des appuis aériens, des appuis militaires au Mali. Et ces appuis peuvent être des appuis matériels en termes d'appui aériens pour nos forces de défense et de sécurité. Parce que nous sommes dans un pays de crise. Nous avons besoin aujourd'hui, dans le cadre de la coopération bilatérale, des appuis par nos pays amis. Alors, selon Dr Brahima Koné, aujourd'hui, une limite de cette collaboration entre le Mali et le Canada pourrait être une inégalité diplomatique. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le Canada et le Mali ont des relations complémentaires. Chacun contribue à sa façon, à avancer ensemble vers un meilleur monde. Alors, notre rôle ici au Mali est multiple. Comme nos relations avec le Mali sont multiples, on a parlé de développement, on parle aussi le professeur a parlé là, de sécurité. Le Canada contribue ici présentement avec une force aéroportée à Gao pour l'évacuation médicale au sein de la MINUSMA. C'est une autre action du côté sécuritaire qu'on contribue. Et on va parler plus en détail de l'aspect sécuritaire. D'accord. Mais alors, ce que je veux dire, d'autre part, il a raison, là, le Canada tend et essaie de s'aligner sur la politique malienne, sur les grands objectifs de développement malien. Donc, dans ce cadre-là, on joue aussi un rôle important, je dirais, au niveau de la coordination entre les partenaires et le gouvernement malien. Le Canada, par exemple, est présentement en charge là, d'un groupe qu'on s'appelle le groupe d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il discute toutes les questions d'égalité entre les genres, entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers.
On a joué un rôle aussi comme chef de file pendant plusieurs années au sein des partenaires techniques et financiers ici au Mali. Moi-même, j'étais ici chef de file en 2010 et on l'a joué encore en 2016, je crois. Par la suite, d'autres éléments que je peux apporter... vous avez, le professeur a parlé aussi de dépenses efficientes. Alors, nous, on est très conscients là, des risques que peut amener le financement d'activités aussi au Mali, comme dans n'importe quel pays. Et par conséquent, on a des méthodes de contrôle. On a aussi aidé le Mali à avoir ses propres méthodes de contrôle, que ce soit à travers le bureau du vérificateur général, qui est un élément que le Canada a supporté depuis sa création. On a aussi... Mais justement, concernant le bureau du vérificateur général, aujourd'hui, est-ce que ces objectifs sont atteints, selon vous? Nous considérons que le bureau du vérificateur général est une institution malienne crédible et professionnelle. Nous considérons aussi que le rôle du vérificateur général doit être appuyé par d'autres activités qui ne relèvent pas nécessairement du vérificateur général, mais le suivi, par exemple, des rapports du bureau du vérificateur doivent être pris en considération. Justement, le suivi de ces rapports est-il fait? Bien, c'est ça. Le suivi doit être fait par les institutions. Il doit être fait, donc vous pensez que ce n'est pas fait? En partie, bon, il y a des suivis qui sont faits, mais à notre avis, il y a beaucoup encore à faire, beaucoup plus à faire. Et on parle surtout du côté des services de justice ou des services administratifs de l'État qui doivent prendre certaines actions pour faire le suivi, que ce soit pour la récupération de certaines sommes ou des activités, je ne sais pas, plus ou moins licites qui ont été entreprises par des agents de l'État ou ailleurs. Il y a des actions supplémentaires à prendre, mais le bureau du vérificateur général, en soi, produit des rapports qui sont utiles et qui devraient être utilisés pour faire le suivi. Ce n'est pas son rôle à lui, mais ça reste dans la chaîne de contrôle. Il fait son rôle de façon professionnelle. Vous l'avez dit, vous intervenez également dans l'appui à la gouvernance. Oui. Alors aujourd'hui, vous étiez là en 2010, vous l'avez dit, de 2010 à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'aide au développement a contribué à quelque chose de positif par rapport à la gouvernance au Mali? Oui, je pense que j'ai des exemples. Par exemple, quand on parle de gouvernance, on parle du renforcement de l'État. Un des exemples que je peux apporter, c'est le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales en particulier. Le gouvernement malien, grâce à plusieurs partenaires, dont le Canada, est maintenant en mesure de mobiliser un plus grand montant de ressources financières à chaque année qui va lui permettre éventuellement d'investir dans son propre développement lui-même. Donc, c'est un élément de renforcement de la gouvernance. Je pense que... Et pourquoi, selon vous, des Maliens continuent à se plaindre? On a vu lors de la crise de 2012, au nord du Mali, certains ont dénoncé une mauvaise gouvernance. Au centre du Mali, c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes dénoncent une mauvaise gouvernance. Alors, est-ce que la population, le citoyen lambda, bénéficie de cette gouvernance? Si elle est bonne, bon, la gouvernance, la définition de la gouvernance est très large. Là, je vous ai donné des exemples très précis, mais par contre, il y a des secteurs qui restent beaucoup améliorés. Je pense en particulier... Est-ce qu'il ne reste pas beaucoup d'aspects de secteurs à améliorer que de secteurs qui se sont améliorés? Bien, écoutez, moi, je veux dire, si je regarde ça, bon, un secteur qui m'apparaît clé à améliorer, c'est le secteur de la justice. Okay? Mais si je regarde sur une période de long terme, je vois que les indices de développement depuis 1900, je sais pas, depuis 2000 jusqu'à 2013-14 étaient en croissance. Alors, il y avait une réduction du taux de pauvreté, une augmentation de l'accès à l'école, une augmentation de l'accès dans les services de santé. Il y a plusieurs indicateurs qui nous démontraient qu'il y avait une amélioration de la situation sociale au niveau des services sociaux en particulier. Maintenant, avec la crise de 2012 et avec le coup d'État par la suite, ça a donné un mauvais choc, je dirais, à l'économie et à la situation sociale au Mali, qui fait que depuis 2013-14, suite à ces choses-là, les indicateurs de développement se détériorent. Et donc, en raison particulièrement d'une insécurité beaucoup plus grande. Et donc, les organisations internationales, le Canada, entre autres, se doivent d'améliorer et d'adapter leur programmation à la nouvelle situation de façon
à tenir compte là, de cette situation nouvelle qui n'existait pas avant 2012. En termes de sécurité. Certains pensent que c'est une mauvaise justice qui a contribué à cette c'est sûr que, à la dégradation de la situation. C'est sûr que la question de la justice demeure une question fondamentale. Le Canada a travaillé pendant plusieurs années dans le système de la justice, directement avec les autorités maliennes, avec le ministère de la Justice et tout, et avec des résultats mitigés. Donc, pour ce faire, nous avons entrepris une approche un peu différente en travaillant avec la société civile. Et donc, on travaille beaucoup avec les associations de femmes, les associations de victimes, à travers différents projets pour avoir accès à la justice à partir de l'extérieur du système et l'influencer de l'extérieur. D'accord. Vous étiez en train de parler de sécurité. On va écouter le docteur Ali Tunkara, qui est professeur à l'Université de Bamako, qui va nous faire une analyse de la situation sécuritaire et plus particulièrement de l'apport du Canada dans ce secteur. Alors, lorsqu'on s'intéresse au rapport entre le Mali et le Canada sur le plan sécuritaire, effectivement, c'est quand même un rapport qui date de longtemps. Il y a plus d'une cinquantaine d'années, le Canada est présent au Mali, effectivement, mais lorsqu'on s'intéresse aujourd'hui au contexte sécuritaire, on se rend compte quand même que le Canada est présent, notamment dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Tous les 4 piliers du accord sont soutenus par le Canada à travers le financement des structures telles que les ONG, mais surtout ce qui est important également dans le soutien canadien sur le plan sécuritaire au Mali. Il ne faut pas quand même l'oublier. Le Canada est aussi présent, notamment en termes d'appui grâce à un financement au niveau de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui est la MINUSMA, ainsi que on sait pertinemment que le Canada intervient beaucoup dans les questions logistiques quant au déplacement, quant aux évacuations effectivement des militaires blessés sur le terrain, et de la même manière également tout l'aspect logistique de la MINUSMA, une bonne partie est assurée par le Canada. Donc le Canada est vraiment présent dans le contexte malien et dans les mêmes temps des efforts dans le cadre de protection des enfants en situation de conflit sont sérieusement consentis par le Canada. Et de la même manière également, une des particularités de la coopération Mali-Canada, c'est prise en compte de la dimension féminine dans les différents échelons du développement. Donc le Canada, il a une présence quand même très large, car sa présence elle n'est pas que militaire. Mais je pense que ce sont plutôt des efforts qui boostent le développement local. Ce sont des efforts qui contribuent au retour à une paix durable. Ce sont des efforts qui encouragent l'implication massive des femmes, des jeunes dans les différents processus de réconciliation et de développement. Je pense que les limites, elles ne sont pas propres au Canada à lui seul. Et ce sont plutôt toujours cette question de lisibilité des efforts consentis en matière de développement de dollars. Cet apport, difficilement on pourra l'évaluer en termes d'impact réellement mesurable sur le terrain. Quand vous allez dans les régions du nord du Mali, vous allez au centre du Mali naturellement, cet argent, le citoyen lambda se demanderait, il a servi à quoi? Donc je pense que ce qui manquerait cruellement à une telle coopération ou collaboration, c'est de réellement s'adresser aux véritables bénéficiaires de ces différents apports, qui sont les communautés elles-mêmes éprouvées par l'insécurité, qui sont ces communautés elles-mêmes éprouvées par ces situations de conflictualité, tant dans les régions du Nord que celles du centre du pays. Donc je pense que ce sont ces difficultés liées à la lisibilité des actions que mène l'État du Canada ou au Mali, mais dans le même temps, il faut quand même aussi le rappeler. Vu que le Canada n'est pas du tout isolé quand on parle de l'aménagement, ça nous renvoie également à cette question de coopération effective et réelle entre ces forces étrangères ou entre ces partenaires étrangers et l'État central du Mali. Je pense que même s'il y a un pont entre
les partis engagés dans les processus de réconciliation, dans les processus de retour à une paix durable, naturellement, je pense que les partis risqueraient de s'ignorer les unes des autres par le simple fait que lorsqu'on s'intéresse aux actions engagées en matière de la paix, en matière de retour à une paix durable, naturellement, ce sont des actions qui témoignent à suffisance la non-concertation, qui témoignent à suffisance justement le fait que la partie malienne, elle est quand même mise sur la touche. Alors je pense que concrètement, déjà les différents champs qui sont exploités par le Canada sont des champs qui sont tout à fait intéressants. Mais je pense que pour concrètement apporter des modifications quant aux exigences, il serait extrêmement important de ne pas se contenter seulement de la seule coupole ou de la seule couverture munissement, que le Canada lui-même questionne les terroirs, que le Canada lui-même accepte justement de partager le quotidien des populations en détresse, que le Canada lui-même accepte effectivement de sortir un peu de ce carcan qui consisterait de passer par le gouvernement, de passer par des institutions internationales afin que les différentes aides soient utilisées en vue du retour à la paix, en vue de soulever les souffrances de communauté. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un contact direct avec les cibles qui sont visées par ces différents apports. Docteur Ali Tounkara pense que la lisibilité de cette aide du Canada en faveur du Mali au niveau des populations n'est pas, vue par certains habitants, certains Maliens. Oui. Écoutez, c'est un défi qu'on comprend bien parce que bien que le programme de coopération canadien au Mali soit l'un des plus grands au monde, la diffusion de nos interventions est encore un défi. Et c'est pas, disons que le Canada n'est pas... le Canada vise plus les résultats que la visibilité. Ceci étant dit, on doit aussi ce résultat, est-ce qu'il est là? Est-ce que le Malien lambda bénéficie de ce résultat? Mais je vais répondre à votre question d'une autre façon. Le Canada et les pays internationaux se doivent de travailler à différents niveaux. On ne peut pas travailler au Mali seulement qu'avec les populations, on ne peut pas travailler au Mali seulement qu'avec le gouvernement. On doit avoir une gamme d'outils qui nous permettent de répondre à différentes situations. Mais vous travaillez pour les Maliens? On travaille pour le Mali, les citoyens et les citoyennes maliennes, comme le gouvernement. On ne peut pas avoir un pays sans gouvernement, donc on se doit de contribuer à renforcer le gouvernement. Et c'est dans cette collaboration, que ce soit les autorités maliennes ou les autorités canadiennes, donnent des résultats et que les populations, à la base, disent qu'elles ne voient pas ces résultats, alors est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il y a certainement une contradiction parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts qui, sans la contribution du Canada ou des autres partenaires, le Mali n'aurait pas accès à ces services. Les citoyens maliens n'auraient pas accès à ces services. Alors, selon vous, où est-ce qu'il y a le problème? Est-ce que c'est le Canada qui n'utilise pas les bonnes stratégies ou est-ce que c'est les fonds qui sont attribués au Mali qui ne sont pas bien gérés? C'est ni un ni l'autre. C'est quoi? En fait, je crois que les fonds qui sont alloués au Mali sont généralement bien gérés par le Canada. Là, les fonds, je parle des fonds alloués par le Canada. Est-ce qu'ils sont bien gérés par les autorités maliennes? Oui. Bien, écoutez, comme je vous l'ai dit, il y a différents mécanismes de travail. Et nous, on se doit, en même temps qu'on travaille à renforcer le gouvernement à travers différents mécanismes, j'en ai mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'aide budgétaire. On transfère des fonds directement au gouvernement du Mali de façon à ce que le Mali lui-même soit capable de mettre en marche ses propres intérêts, ses propres programmes et reçoivent le crédit pour l'organisation du gouvernement lui-même auprès de la population. Ça, c'est une façon de faire. Et aussi, on travaille directement avec les populations, les associations locales, les associations de la société civile pour d'autres genres de programmes. Et on travaille aussi à travers des institutions internationales, que ce soit pour le développement ou encore, on parlait de sécurité tout à l'heure, pour faire de la médiation, de la réconciliation. On travaille aussi dans ces secteurs-là. On travaille aussi au niveau de différents mécanismes, par exemple dans le domaine de la sécurité, pour renforcer les infrastructures de sécurité qui bénéficient autant aux forces armées qu'aux populations. Donc, vous donnez ces fonds aux autorités maliennes, à la société civile, à des organisations internationales, et vous avez un système de contrôle pour vérifier si cette somme est bien gérée ou pas. Alors, que dit ce système de contrôle par rapport à la gestion? En fait, effectivement, on fait comme tout le monde, on fait des évaluations, on fait des vérifications financières.
dans nos évaluations, on apprend des choses qu'on devrait faire de façon différente. On a des leçons apprises qu'on essaie de réinvestir dans nos programmes à venir. En termes de vérification financière, on fait des vérifications et il arrive qu'on trouve des problèmes, comme dans toute vérification, et on prend les actions nécessaires pour rectifier les questions, soit se faire rembourser s'il y a eu des détournements, soit prendre de nouvelles mesures correctives s'il y a de nouvelles mesures correctives à suivre. Mais jusqu'à présent, toutes les évaluations et les vérifications et les actions entreprises par la suite nous ont permis de continuer à investir ici au Mali de façon assez efficace. D'accord. Aspect économique, on va écouter Dr Étienne Fakaba Sissoko, économiste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES. Je pense que depuis fort longtemps, c'est une bonne relation. Comme dans chaque type de relation, il y a un certain nombre de domaines de prédilection des pays avec qui nous avons des relations de coopération bilatérale, des relations de coopération multilatérale. Et pour le Canada spécifiquement, ils interviennent beaucoup plus dans le domaine de la gouvernance, de la transparence économique. Et de ce point de vue-là, les institutions sur lesquelles nous sommes dotés, les systèmes de partenariat que nous entretenons avec les pays, c'est un pays qui intervient beaucoup dans ce domaine-là. Donc on peut se dire que sur un plan purement technique, les relations sont bonnes. Mais de plus en plus, comme vous le constatez, notre pays est en proie à la corruption, à la mauvaise gouvernance, à la mauvaise gestion des ressources publiques. Donc c'est qui fait que beaucoup de partenaires, à l'instar du Canada, s'interrogent sur la pertinence de leurs interventions, sur les résultats que leurs interventions ont permis d'apporter à notre pays. Donc de ce point de vue-là également, il y a des inquiétudes qui continuent à planer sur ces relations-là. Alors, quelles sont les limites ? Les limites, c'est surtout au niveau de notre pays, parce que il y a un manque de volonté politique et réelle de lutter contre les phénomènes dans lesquels nous sommes appuyés, notamment la lutte contre la corruption, la délinquance financière et la mauvaise gouvernance. Je pense que de plus en plus, il faut que les types de relations que nous avons passent par la société civile de façon générale, parce que lorsque l'État est au centre de toutes ces interventions des partenaires, l'État est à la fois juge et partie, parce que c'est l'État qui utilise ses moyens de lutte contre la corruption, ses moyens pour améliorer la transparence, et c'est l'État également qui est en charge de l'exécution des dépenses publiques, des travaux publics, etc., etc. Donc il faut, de mon point de vue, dissocier ces deux types d'interventions entre ceux-là qui ont en charge la mise en œuvre de la politique nationale, de la politique publique, la mise en œuvre des dépenses publiques, et ceux-là qui sont de la société civile qui ont cette latitude-là de contrôler et de pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme quand il le faut. Donc en termes de transparence, je pense que nos pays partenaires doivent beaucoup plus mettre l'accent sur la formation et l'accompagnement de la société civile pour accroître leur capacité en matière de lutte contre la corruption aujourd'hui. Est-ce que le Canada s'interroge sur la pertinence, l'efficacité de l'aide au développement au Mali, comme le pense Dr Étienne Fakaba Sissoko? Non, on s'interroge beaucoup et effectivement, on est très intéressé. Je suis d'accord avec le professeur. Le Canada joue un rôle important dans ce qu'on appelle le dialogue des politiques au niveau de la lutte à la corruption ici au Mali. Très important. Et avec les autres partenaires techniques et financiers, nous avons fait des études qui nous démontraient, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, que des actions supplémentaires doivent être prises par le gouvernement pour adresser la question de la délinquance financière ou la corruption. Le professeur a aussi mentionné l'importance de faire la distinction entre
ce que le gouvernement peut et doit faire et ce que la société civile peut et devrait faire. Et donc, dans ce contexte-là, le Canada aussi en est arrivé à ce constat-là. Et une de nos dernières interventions qu'on a fait et qu'on fait présentement ici au Mali, c'est de mettre en contact les institutions de lutte contre la corruption, comme le vérificateur général, le pôle économique qui s'occupe de la justice, qui est une autre institution, et la société civile, de façon à ce que les trois puissent se coordonner et travailler ensemble pour amener une meilleure sensibilisation, compréhension et des actions contre la corruption. Et donc, on est entièrement d'accord avec le constat que fait le professeur. Alors, quand on prend l'aspect économique, vous estimez que le Canada donne beaucoup au Mali? En termes économiques, vous voulez dire en termes de développement? En termes de développement, en termes de fonds que vous attribuez? Oui. Écoutez, en termes de fonds, comme je l'ai mentionné au départ, le Mali est l'un des pays les plus importants pour nous en termes de débourser, peut-être le deuxième ou troisième pays au monde en termes de débourser d'aide au développement. Mais au-delà de l'aide au développement... Elle s'élève à combien? On dépense environ ici par année entre 100 et 110 millions de dollars canadiens par année, environ. OK? Ça varie d'une année à l'autre. Mais au-delà de l'aide au développement, il y a aussi, comme je l'ai mentionné au départ, il y a tout... Pour un résultat mitigé. Un résultat mitigé. Il faut faire attention. Là. Je veux dire, c'est une situation difficile ici au Mali. On est dans un pays où est-ce que, je dirais, je pense qu'il y a 22% des femmes qui savent lire et écrire et à peu près le double pour les hommes. Alors, on a des capacités limitées. Les gens doivent... il y a un développement à faire. Il y a une capacité financière là, de lever une capacité d'autonomie financière limitée également. Donc, il faut prendre le temps de regarder la chose et on n'aura pas des résultats l'année prochaine. Il faut regarder ça à long terme. Le développement, c'est une question à long terme. Alors nous, comme dans les dernières années, on voyait un progrès. Avec l'instabilité, là, c'est sûr qu'il faut revoir la question, mais c'est pas parce que l'instabilité existe que les gens sont plus riches. Hein? Et donc, il y a de la place pour des activités de développement, il y a de la place aussi pour des activités de sécurité. Les deux vont de pair. Et c'est plus difficile parce que auparavant, on n'avait pas la question d'insécurité aussi forte. Et la question qui brûle les lèvres souvent, c'est également pourquoi le Canada aide le Mali et qu'est-ce que le Canada gagne dans cette aide au Mali? Je pense que d'abord, il faudrait demander la question aux citoyens canadiens. Les citoyens canadiens, pourquoi ils sont prêts à dépenser de l'argent sur l'aide au développement? Et je pense que c'est une question, premièrement, de solidarité. Alors, les citoyens canadiens considèrent qu'il y a une espèce de globalité sur la planète et il y a des gens qui ont la chance d'avoir plus de ressources qu'ils doivent partager avec les autres. C'est une question de solidarité, premièrement. Deuxièmement, il y a une question aussi d'intérêt mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont intérêt à avoir une insécurité. Alors, dans ce domaine-là, nous, on voudrait que le Sahel, que le Mali continue à être une région en paix, qui puisse vivre et survivre et se développer comme toute autre nation. Alors, ce sont ce genre de choses-là. Et on a aussi des intérêts, comme j'ai mentionné, des intérêts commerciaux, mais qui sont des intérêts miniers surtout. Donc, c'est des intérêts mutuels de part et d'autre. Qu'est-ce que le Canada y gagne? Le Canada, il trouve... Le Mali, pour nous, est un allié. Le Mali est un pays partenaire. Sur la scène internationale, on a souvent besoin du Mali pour pousser des dialogues de politique communs, que ce soit, par exemple, sur la situation des droits de la personne, que ce soit sur Donc le Canada le fait aussi climatique. Pour avoir des alliés au niveau des négociations internationales. Exactement. D'accord. Oui. Parlons de migration maintenant et on va écouter Dr Brema Elidiko, socio-anthropologue. Il est chef du département sociologie au niveau de l'Université de Bamako. Sur la question de la migration, il n'y a pas d'accord bilatéral entre le Mali et le Canada parce que la communauté malienne au Canada, elle est assez faible. Elle s'élève environ à 10 000 d'après les informations que nous avons reçues. Et surtout, ceux qui partent là-bas sont pour la plupart ceux qui ont déjà fait une première migration en Europe et qui remontent au Canada soit comme résidents permanents, soit comme étudiants et ils finissent par s'y installer, ou bien d'autres qui quittent directement le Mali dans le cadre de regroupement familial qui vont rejoindre leurs enfants qui ont la résidence permanente du Canada ou bien qui partent pour des études et qui sont encore étudiants.
Donc, de ce point de vue, c'est une relation, on va dire, à construire dans le domaine des migrations. Alors, il y a très peu de bourses. Il y a des bourses dans le cadre de l'ACDI, l'Agence de coopération pour le développement international du Canada. Il y a des bourses qui passent par les affaires étrangères, mais c'est généralement destiné aux personnes de la diplomatie malienne. D'autres bourses passent par le ministère de l'Éducation nationale, mais le nombre n'est pas important à telle enseigne que les gens ne connaissent pas véritablement les opportunités de bourse, quoi. Et il y a certains étudiants qui partent, qui arrivent à faire des préinscriptions sur Internet, notamment sur l'université de Moncton, et en fonction donc du niveau, les masters et les thèses peuvent avoir des bourses qui prennent en charge leurs frais d'inscription, et après ils arrivent à faire des petits boulots sur le campus. Mais les bourses, c'est pas si important que ça. Alors, par rapport à la migration, une des limites, c'est qu'il n'y a pas de convention signée entre les deux, et sans convention, c'est difficile que les Maliens puissent bénéficier d'une protection sociale importante, que les Maliens puissent bénéficier des opportunités d'insertion. Donc, n'ayant pas de convention avec le Mali, les Maliens sont obligés de se battre comme n'importe quel migrant. Voilà, arriver à subvenir à ses besoins et créer lui-même ses opportunités. Mais ceci dit, de ce point de vue, c'est quand même un pays d'immigration par excellence, comme l'Australie. Mais bon, quand je prends notamment la zone du Québec, que j'ai eu l'occasion de visiter à quelques reprises, il y a beaucoup d'opportunités offertes aux migrants, qu'ils soient maliens ou étrangers, qui arrivent à les saisir parce que, bon, ils parlent la même langue que nous, donc c'est les deux langues, l'anglais et le français. Alors, comment ça doit évoluer? Pour moi, je suggérerais une convention tacite entre le Mali et le Canada. Cette convention peut être signée, d'autant plus que le Canada est ouvert à l'immigration. Donc, ça peut être une convention qui va porter sur les secteurs porteurs au Canada, notamment dans le secteur des services et dans le domaine de l'investissement. Et ça permettra aux Maliens de connaître les opportunités économiques au Canada, et ça les permettra donc d'aller dans un cadre légal. Cela peut contribuer à l'économie canadienne, mais comme ça peut contribuer aussi à l'économie malienne. Donc ça peut aussi aider éventuellement certains Canadiens qui sont malgré chez eux, mais bon, en difficulté, de saisir des opportunités d'investissement au Mali aussi. Et donc ce sont les deux pays qui en sortiront gagnants. Pourquoi il n'y a pas un accord concernant la migration entre le Mali et le Canada? Écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question. Je dois dire quand même que le Canada est un pays d'accueil, comme l'a mentionné votre interlocuteur. Je pense que l'année prochaine, au Mali, au Canada, on va accueillir environ, en termes d'immigration, l'équivalent d'1% de notre population. Alors, le Canada est un très grand pays d'immigration. C'est lui qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés l'année dernière. Donc, on est un pays ouvert et très diversifié. Si vous regardez un peu la composition de la société canadienne, vous allez voir qu'il y a une très grande diversité de tous les genres. Que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau ethnique, que ce soit au niveau sociétal. C'est une société très diversifiée. Maintenant, comme l'a mentionné votre interlocuteur, il n'y a pas d'entente présentement avec le Mali, mais il y a quand même beaucoup de Maliens qui se dirigent de plus en plus pour les études au Canada. Il y a beaucoup de Maliens qui viennent étudier. C'est pas un pays... le Canada n'est pas à la porte. Hein, c'est pas... pour aller au Canada, il faut quand même se déplacer assez loin. C'est un pays qui est moins connu que l'Europe. Et donc, on a des démarches à faire supplémentaires pour être capable de s'y déplacer et de s'y intégrer. Mais comme l'a dit votre interlocuteur, le Canada est un pays qui parle à la fois français dans certaines régions, anglais dans d'autres régions, ou des régions bilingues également. Et il propose une convention pour que les deux pays puissent mieux bénéficier de... Oui, ce serait quelque chose à explorer. Moi, j'ai pas exploré beaucoup la question nous-mêmes. C'est pas un phénomène qui nous a touchés encore vraiment, là. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà des réseaux qui se sont créés. Il a mentionné le réseau avec l'Université de Moncton. Il y a un réseau très fort entre l'Université de Moncton et une communauté malienne ici. Donc, il y a ce réseau-là. Mais il y a aussi, il a mentionné lui-même la question des échanges commerciaux. Et ça, il se fait aussi beaucoup de missions commerciales de part et d'autre. Récemment encore, nous avons eu une mission d'investisseurs maliens qui sont venus au Canada pour essayer de se trouver des partenaires. Donc, on regarde différentes approches, mais on n'a pas ce que vous appelez l'entente. D'accord. Quelles sont vos attentes au niveau des Maliens pour que l'aide au développement puisse être mieux efficace?
L'entente par rapport aux Maliens, c'est que nous, on voit 2 défis. Premièrement, il y a le premier défi qui nous préoccupe, c'est ce qu'on appelle la durabilité des interventions. Et donc, on aimerait peut-être voir le gouvernement malien ou les partenaires maliens avec qui on travaille s'approprier un peu plus leur propre développement, de façon à ce que nous, on devienne seulement un appui et non pas celui qui stimule l'intervention. Donc, on voudrait avoir un peu plus de leadership sur sur la programmation, mais également sur la suite et l'appropriation des interventions et surtout au niveau de ce qu'on appelle l'après-projet, c'est-à-dire les coûts récurrents, les coûts de maintenance. Et donc, ça, c'est des choses qui manquent pour l'instant, là, c'est cette approche. Le deuxième point que je vois, c'est plus circonstanciel, c'est la question de la sécurité. Alors, pour nous, c'est de plus en plus difficile d'avoir des interventions dans des régions spécifiques. En particulier, nous avions ici des volontaires, nous avions beaucoup d'assistance technique. C'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre d'approche-là compte tenu de l'insécurité qui, je le déplore, là, mais qui s'agrandit. D'accord. Merci, Lu Verret, ambassadeur du Canada au Mali, qui était notre invité spécial, l'invité spécial du Grand Dialogue de Studio Tamani, avec comme thème coopération Mali-Canada, l'aide au développement est-elle vraiment efficace? À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Mamadi Keïta, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci, monsieur l'ambassadeur. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.